Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va à nouveau parler de la régression linéaire, mais cette fois-ci on va utiliser la régression comme un outil pour tester la significativité du lien entre deux variables quantitatives. Alors, on a vu dans la vidéo précédente qui portait sur la régression linéaire comment ajuster une droite de régression à un jeu de données. Donc rappelez-vous, on traitait du lien entre métabolisme basal chez les chauves-souris et masse. Donc on voit bien ici que le métabolisme augmente avec la masse. Et pour décrire cette relation, on avait ajusté une droite de régression. Donc on avait réussi à établir son ordonnée à l'origine, à chapeau, et sa pente, par la méthode des moindres carrés. Donc ça, c'était comment trouver la meilleure des droites de régression, celle qui décrit au mieux le nuage de points. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est utiliser cette droite pour mieux comprendre comment y varie, ce qui fait varier y, et à partir de là, on va pouvoir tester la significativité du lien entre x et y, donc entre masse et métabolisme basal. Alors pour décomposer y, on va revenir sur un calcul qu'on a fait la dernière fois, qui est la somme des carrés des écarts résiduels. Donc je vous rappelle le calcul ici. Donc somme des carrés des écarts résiduels. Rappelez-vous, c'est la quantité qu'on a minimisée pour trouver la meilleure des droites, la droite de régression. Alors, ce terme de résiduel, j'avais dit dans la vidéo précédente qu'on y reviendrait. C'est le moment. Le résidu, c'est quoi? Le résidu, c'est ce petit segment qui est ici, c'est-à-dire c'est l'écart entre le point et la droite. Ici, on a l'observation, ça c'est le point. Ici, on a la prédiction, c'est le point qui correspond sur la droite, c'est-à-dire le point qui a la même abscisse que l'observation, mais qui se trouve sur la droite de régression. Et le résidu, c'est l'écart entre ces deux points. On l'avait noté E dans la vidéo précédente, E pour erreur. Et vous voyez qu'ici, j'ai rajouté un chapeau. Pourquoi? Parce que j'ai calculé l'erreur, mais pour la droite ajustée par les moindres carrés, c'est-à-dire pour la meilleure des droites. Donc E chapeau, c'est le résidu calculé avec la meilleure des droites. Et donc c'est l'écart entre Y et Y chapeau étant la prédiction. Je vous renvoie à la vidéo précédente. Donc voilà notre résidu. C'est un terme qui est important qu'on utilisera souvent. Donc voilà la dispersion résiduelle qu'on avait calculée. Donc on avait trouvé 4,7, je vous rappelle, dans nos calculs précédents. Alors qu'est-ce que c'est que cette dispersion résiduelle? Peut-être pour comprendre ce qu'elle mesure exactement, on peut calculer une autre dispersion qui est la dispersion totale. La dispersion totale, c'est quoi? C'est la somme des carrés des écarts à l'estimation de moyenne. Donc c'est ce que vous avez ici. Donc ici, j'ai les observations. Ici, j'ai l'estimation de la moyenne de Y. Je prends l'écart entre les deux, donc la différence. J'élève au carré et j'additionne. Et ça me donne donc somme des carrés des écarts totaux. Bien, et donc ici sur le schéma, vous voyez cet écart qu'on vient de calculer, c'est donc l'écart entre l'observation qui est ici et la moyenne des Y qui est représentée par la droite horizontale en pointillé. Donc la dispersion totale, en fait, cette somme de carrés d'écart à la moyenne, c'est ce qu'on utilise quand on calcule la variance de Y. Et ça décrit la totalité de la variance de Y. Alors j'ai deux dispersions, donc une résiduelle et une totale. Quel est le rapport entre ces deux choses? Eh bien, la dispersion résiduelle, finalement, c'est la part de la dispersion totale qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est-à-dire c'est la part de la dispersion totale qui n'est pas due à la relation qui peut exister entre x et y. Ce qui veut dire qu'il y a une autre dispersion qui est calculable, qui est la dispersion expliquée par la relation entre x et y, qu'on va noter donc SCE pour somme des carrés des écarts expliqués. Alors comment on calcule cette chose-là? Eh bien c'est assez facile, on fait le calcul exactement comme au-dessus, exactement comme pour la somme des carrés des écarts totaux, mais on va remplacer le YI qui est ici par Y chapeau. C'est-à-dire qu'on remplace l'observation par la prédiction, c'est-à-dire par la valeur qui est sur la droite. En fait, on calcule SCET, mais en faisant comme si la droite était parfaite, comme si tous les points étaient alignés sur la droite. Donc ça, c'est ce qu'on observe, c'est la dispersion qu'on observe en réalité. C'est la dispersion totale. Ça, c'est la dispersion qu'on devrait observer si la droite était parfaite, si tous les points étaient alignés sur la droite. Et puis ça, c'est la différence entre les deux, c'est-à-dire c'est le décalage entre ce qui se passerait si la droite était parfaite et ce qui se passe en réalité. Et on peut effectivement démontrer que ces dispersions s'additionnent, c'est-à-dire que SCET est égal à SCE plus SCER. Donc on va maintenant passer au calcul numérique de ces trois quantités. Alors la première, on l'a déjà calculée dans la vidéo précédente, 4,7, donc je passe rapidement dessus.
La seconde, c'est la somme des carrés des écarts totaux. Alors cette somme des carrés des écarts totaux, c'est la somme des carrés des écarts à l'estimation de moyenne, comme j'ai déjà dit, et en fait c'est le numérateur du calcul de variance. La variance, c'est ça divisé par n-1. Comme j'ai déjà estimé ma variance de y, qui est ici, eh bien je fais cette variance fois n-1, et je vais retomber sur ma somme des carrés des écarts totaux, donc 32 fois 1,57 qu'on avait déjà estimé dans la vidéo précédente, et j'obtiens 50,41. Voilà pour SCET. Il me reste la somme des carrés d'écart expliqués, mais là je vais utiliser l'additivité, c'est-à-dire que je sais que SCER plus SCE, ça me donne SCET, donc je vais écrire que SCE, c'est SCET moins SCER, donc 50 moins 4,7, et j'obtiens 45,64 pour SCE. Donc voilà, on est capable de calculer ces trois choses-là, on est capable de décomposer la dispersion totale, SCET, en deux morceaux qui s'additionnent, ce qu'on parvient à expliquer, SCE, et ce qu'on ne parvient pas à expliquer, SCER. Alors en quoi c'est utile? Et notamment en quoi c'est utile de calculer SCE? SCER c'est utile parce qu'on en a besoin pour trouver la meilleure des droites, ça on le sait. Mais SCE, à quoi ça nous sert? SCE, on l'a vu juste avant, ça mesure l'écart entre la droite de régression, qui est ici, et la moyenne des Y, qui est cette droite horizontale entièreté. Or, la droite de régression passe forcément par le point mu chapeau x, mu chapeau y. Ça, on l'a utilisé, cette propriété, dans la vidéo précédente, pour calculer leurs données à l'origine. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais la droite avait une pente égale à 0? Si la droite avait une pente égale à 0, comme elle passe forcément par ce point, on voit qu'elle serait superposée à la droite entièreté, c'est-à-dire qu'elle serait constante, cette droite, elle serait tout le temps égale à mu chapeau y. Donc, l'écart entre les points qui sont sur cette droite et la moyenne de y mu chapeau serait tout le temps égal à 0. Autrement dit, si la pente de la droite de régression est égale à 0, la somme des carrés des écarts expliqués est elle aussi égale à 0. Et donc l'idée c'est qu'on va pouvoir peut-être se servir de cette dispersion expliquée pour quantifier le lien qui existe entre x et y. Donc SCE est d'autant plus grand que la pente de la droite est élevée, et on va utiliser ça pour tester l'hypothèse nulle que la pente est égale à 0. Alors pour réaliser ce test, on va commencer par résumer les calculs qu'on a déjà effectués dans ce qu'on appelle une table d'analyse de variance, donc une table d'ANOVA. Alors voilà comment on procède. On va mettre dans une colonne les sommes de carrés d'écart qu'on a calculées, en séparant la somme des carrés d'écart expliquée, CE, la résiduelle, et puis la somme de ces deux choses-là, qui est donc la somme des carrés d'écart totale. Donc 45,6, 44,7 et 50,41, les trois quantités qu'on a trouvées. Maintenant, cette somme de carrés d'écart, c'est une dispersion, mais ça n'est pas une variance. Et rappelez-vous, pour passer de ça à la variance, il faut diviser par un degré de liberté. Donc par exemple, 50,4, il faut le diviser par n-1 pour obtenir la variance de y. On l'a vu tout à l'heure. Donc on va indiquer dans une nouvelle colonne maintenant ces degrés de liberté. Donc voilà le n-1 ici dont je viens de parler, là, qui va nous permettre de calculer la variance de y. Et puis vous voyez ici d'autres degrés de liberté, donc il y a un certain nombre de règles pour calculer ces degrés de liberté. Alors il y en a une qui est assez simple, c'est que le degré de liberté dans une régression linéaire, le degré de liberté associé à la somme des carrés d'écart expliqués, c'est toujours 1. Donc ça c'est assez facile à retenir. Et la seconde règle, c'est que au même titre que les sommes des carrés des écarts, les degrés de liberté sont additifs, c'est-à-dire que le degré de liberté expliqué plus le degré de liberté résiduel, ça vous donne le degré de liberté total. Autrement dit, ici, j'ai pas le choix que de mettre 31, parce que 31 plus 1, ça fait bien 32. Et voilà pour les degrés de liberté. Alors maintenant, on va pouvoir calculer des variances, simplement en divisant les sommes de carrés d'écart par des degrés de liberté. Alors ça donne ce qu'on appelle des carrés moyens, donc qui sont des estimations de variance. Donc voilà ce qu'on obtient. 45,65 divisé par 1, évidemment, ça fait la même chose. Ici, on a la variance résiduelle, donc 44,7 divisé par 31. Et puis ici, on retrouve la variance de y qu'on avait déjà estimée. Donc voilà le début de la table d'ANOVA. Alors maintenant, il faut réfléchir un peu à ce qu'on vient d'obtenir. Ici, on a une estimation de la variance expliquée. Et ici, on a la variance résiduelle, qui n'est donc pas expliquée. Or, ce qu'on sait maintenant, c'est que si la droite était horizontale, si la pente de notre droite était nulle, cette variance expliquée devrait être très faible.
Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est qu'elle devrait être identique à la variance résiduelle. Donc finalement, tester la significativité de la pente de notre droite de régression, tester la significativité du lien qui peut exister entre x et y, ça revient à comparer la variance expliquée à la variance résiduelle. Sous l'hypothèse nulle que la droite est horizontale, qu'il n'y a pas de lien entre x et y, ces deux choses-là devraient être identiques. Et donc, le principe en fait de l'analyse qu'on est en train de faire, c'est que pour tester la significativité d'une pente, on va comparer deux variances grâce évidemment à un test de Fisher. Alors voilà la dernière colonne de cette table d'ANOVA, qui est logique vu ce que je viens de dire. On va calculer notre f de Fisher, et ce 296,79 qui est ici, c'est simplement le rapport entre le carré moyen expliqué et le carré moyen résiduel, c'est-à-dire qu'on va écrire que f observé est égal à CME divisé par CMR. Donc voilà d'où sort cette valeur. Bon, la suite de l'histoire, elle est assez simple. On va simplement faire un test de Fisher, comme on a l'habitude. Donc, test de Fisher, on pose pour hypothèse nulle que les deux variances sont égales, c'est-à-dire que l'espérance du carré moyen expliqué est identique à l'espérance du carré moyen résiduel. Voilà les deux variances dont on vient de parler. Et je vous ai dit avant, ça équivaut à dire que la pente de notre droite de régression est nulle. Alors c'est un peu bizarre comme façon de poser le problème, parce qu'on peut se dire mais ça serait quand même plus simple de poser directement ça comme hypothèse nulle, et peut-être de construire un test en utilisant cette pente de droite de régression comme statistique. De fait, c'est une technique qui existe aussi. Mais le poser en termes d'égalité de variance expliquée et résiduelle, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de construire un outil qui est très très général et qu'on pourra employer dans plein de contextes différents et pas seulement dans la régression linéaire. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette méthode qui peut paraître un peu contournée, un peu bizarre. Donc voilà pour l'hypothèse nulle. L'hypothèse alternative, c'est simplement que la pente est différente de 0. Et alors si la pente est différente de 0, eh bien dans ce cas-là, le carré moyen expliqué, qui est ici, doit être plus grand que le carré moyen résiduel. Donc vous voyez ici, là, il y a une petite subtilité. On a l'impression ici qu'on va faire un test bilatéral. Donc ça, c'est vrai, on ne s'intéresse pas au signe de la pente, finalement. Mais par contre, en termes de test de Fisher, on va bien faire un test unilatéral, parce que à partir du moment où la pente de la droite de régression est non nulle, le carré moyen expliqué, en espérance, est plus grand que le carré moyen résiduel. Voilà pour l'hypothèse alternative. Donc ensuite, le f observé, donc le f observé on l'a déjà calculé, il est toujours calculé dans ce contexte-là comme carré moyen expliqué sur carré moyen résiduel, donc c'est 296,79. La distribution de la statistique sous H0, c'est une loi de Fisher, et les degrés de liberté de cette loi de Fisher, on les connaît, ils sont dans la table d'ANOVA. Le nu1 qui est ici, il vient de cette colonne-là, et puis le nu2, c'est la valeur qui est en dessous, c'est le 31 qui est ici. Donc on a déjà nos DDL, et il suffit maintenant de regarder dans la table de la loi de Fisher pour pouvoir calculer alpha. Donc on fait un test unilatéral, donc alpha c'est la probabilité que grand F soit supérieur ou égal à F observé sous H0, et d'après la table, vu la valeur très très élevée du F observé qu'on a, de façon pas très surprenante, on trouve que alpha est plus petit que 10-3, donc alpha est très faible. On va pouvoir rejeter l'hypothèse nulle, donc ça veut dire qu'on a détecté un écart entre les deux variances, mais en fait ça veut dire que surtout la variance expliquée est significativement plus forte que la variance résiduelle. Et ça, c'est le signe qu'il existe un lien significatif entre masse et métabolisme. Donc alpha est très faible, on peut conclure que le carré moyen expliqué est significativement supérieur au carré moyen résiduel, et ça démontre qu'il existe un lien significatif entre masse et métabolisme. Donc on vient de terminer le test attaché à la régression linéaire. Ce test, finalement, c'est un test de Fisher, et il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est les conditions de validité du test. Alors le test de Fisher est bien un test paramétrique qui fait des hypothèses, notamment une hypothèse de normalité sur les données. Alors comment gère-t-on les conditions de validité dans le contexte d'une régression linéaire? Alors c'est un petit peu particulier par rapport à ce qu'on a fait précédemment, parce que les conditions de validité de la régression linéaire, elles portent toutes sur les résidus de la régression, c'est-à-dire les E chapeaux dont on a parlé tout à l'heure. Et alors une approche classique, c'est une approche graphique où on représente les résidus E chapeaux en fonction des valeurs prédites Y chapeau. Et ça permet d'inspecter graphiquement les résidus et de vérifier trois choses. D'abord que les résidus sont indépendants,
Alors ça, s'ils ne le sont pas, ça va se traduire par le fait que, par exemple, il y a des tendances. On voit les résidus qui augmentent avec Y chapeau ou qui diminuent avec Y chapeau. Et ici, on peut se poser la question parce qu'on a une espèce de forme un peu parabolique comme ça. Donc le graphique est pas très rassurant de ce point de vue-là. Bon, cette année, on ne fera pas de test sur l'hypothèse d'indépendance des résidus, mais il en existe. La seconde hypothèse portant toujours sur les résidus, c'est la normalité. Donc ça, on sait faire, on va faire un test de Shapiro-Wilk. Donc ici, j'ai fait le test de Shapiro-Wilk sur les résidus de ma régression linéaire et j'obtiens un risque de première espèce de 76%. Donc il n'y a pas d'écart significatif à la normalité, tout va très bien. La dernière hypothèse, portant toujours sur les résidus, c'est l'hypothèse de constance de la variance, hypothèse d'homocédasticité, qui se teste dans la régression linéaire, mais en fait dans toutes les autres situations de modèle linéaire, donc par exemple dans l'ANOVA, par un outil spécifique qui s'appelle le test de Broch-Pagan. Donc l'hypothèse nulle de ce test de Broch-Pagan, c'est que les résidus ont une variance constante, et plus précisément, l'hypothèse c'est que la variance des résidus ne dépend pas de la valeur de Y chapeau. C'est-à-dire qu'on a la même variance ici que là. Donc j'ai fait ce test de Broch-Pagan, hypothèse nulle, l'homocédasticité. On obtient un risque de première espèce de 54%, donc là encore il n'y a pas de problème. Et donc on peut conclure en disant qu'on a sans doute eu raison de faire cette régression linéaire. Voilà, on s'arrête là pour la régression linéaire. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.